C'est une semaine de montagne russe émotionnelle, ici, en Israël. Larmes, joie et angoisse, tout en même temps. L'impensable s'est produit. Des otages ont retrouvé leur foyer après avoir été libérés de la captivité du Hamas. Les familles sont à nouveau réunies. Une nation pousse un soupir de soulagement. Mais alors que les célébrations commencent, une ombre s'installe, car le prix à payer était élevé. 2000 prisonniers palestiniens, dont des meurtriers et cerveaux du terrorisme, sont désormais libres et célébrés comme des héros par leur propre société. Le Hamas affiche sa défiance, ayant violé les termes du cessez-le-feu presque aussitôt qu'ils ont été signés. Et tandis que nous accueillons nos frères qui nous sont revenus, une question silencieuse résonne. Regarderons-nous en arrière et nous demanderons-nous quel en a été le prix? Ce n'est pas la première fois qu'Israël paie un lourd tribut pour ramener les siens à la maison. Si l'histoire nous guide, nous pourrions encore devoir payer. Avons-nous assuré la paix ou simplement repoussé le prochain cauchemar? Aujourd'hui, nous nous entretenons avec le rabbin docteur Shlomo Brody, auteur de L'éthique de nos combattants, une perspective juive sur la guerre et la moralité, pour aborder l'un des dilemmes les plus déchirants auxquels une société puisse être confrontée. Quand la vie est sacrée, comment en mesurer la valeur? Maintenant, avant de commencer, permettez-moi de préciser notre objectif aujourd'hui. L'émission n'est pas là pour porter un jugement sur les événements de cette semaine, des événements qui sont bruts, émotionnels, profondément complexes et loin d'être résolus. Ce que nous sommes ici pour faire est tout aussi important. Prendre du recul et examiner des questions plus larges sur la valeur que nous accordons à la vie humaine, sur les choix moraux impossibles que le leadership exige en temps de guerre, et le dilemme éternel, en particulier dans la tradition juive, de ce que cela signifie de négocier avec le mal. Je suis Elana Maisel-Diamant et voici le droit fondamental. Et maintenant, Rav Dr Shlomo Brody, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup d'être ici. Heureux d'être ici avec vous. Ravi de vous voir et merci d'être venu malgré le court préavis. Alors ouvrons simplement l'émission car nous allons examiner deux traditions juridiques différentes et essayer de voir comment elles équilibrent les valeurs de manière différente, avec d'abord un aperçu général de la façon dont la tradition juive considère ce que nous allons appeler les accords d'otages et comment cela est perçu et discuté dans le droit international. Oui, ça me paraît très bien. Je veux dire, c'est tellement important d'avoir ce genre de conversation, surtout quand c'est à vif, mais aussi après quand on veut réfléchir à l'importance de ce qui doit être fait, de ce qui a été fait et de ce qu'il faudra faire à l'avenir. Je crois qu'après l'accord sur Gilad Shalit en 2014, qui a libéré plus de 1000 prisonniers contre un soldat, nous ne l'avons pas fait auparavant. Et donc, c'est vraiment important de le faire aujourd'hui. Et tu sais, tu as raison, les traditions sont un peu différentes ici. La tradition juridique occidentale du droit international humanitaire, du droit humanitaire et de la loi juive présente de nombreuses similitudes. Tu sais, dans la loi juive, il y a vraiment un accent mis sur l'importance de racheter les captifs. Malheureusement, les Juifs ont dû composer avec cette idée pendant des siècles. On le voit déjà au IIe siècle de notre ère, après que les Romains ont conquis Jérusalem, puis lors de la chute de la révolte de Bar Kokhba au IIe siècle. Les Juifs sont souvent capturés et la rédemption des captifs est fortement soulignée. Et vous l'avez vu tout au long de la guerre, en fait, combien de personnes dans la société israélienne ont cité des passages de l'ancien Talmud juif, le grand livre de la loi juive, qui souligne qu'il n'y a pas de plus grande mitzvah, pas de plus grande bonne action que de racheter un captif. Mais, vous savez, il est intéressant que le Talmud dise aussi qu'on ne peut pas racheter un captif pour plus que le prix habituel. Ils demandent alors pourquoi, rappelant qu'il s'agit ici de rachat monétaire. Ils peinent ces captifs, les libérant ainsi du marché des esclaves. Et la réponse donnée est que, premièrement, cela pourrait épuiser les ressources communautaires si vous dépensez trop pour eux. Et deuxièmement, si vous êtes prêt à prier autant pour les ramener chez eux, vous finissez aussi par encourager de futures prises d'otages. Il y a donc vraiment un équilibre ici entre des valeurs que, je pense, la tradition juive essaye de naviguer depuis de nombreux siècles sur cette question. En droit international humanitaire, nous sommes habitués aux prisonniers de guerre et aux échanges, souvent après ou parfois pendant un conflit. C'est vraiment une invention principalement du XXe siècle. Auparavant, il n'était pas acquis que les prisonniers de guerre soient traités humainement. Beaucoup ont été tués ou ne sont jamais revenus.
Au XXe siècle, il y a un grand effort pour premièrement encadrer le traitement humain des otages ou des prisonniers de guerre, pendant les hostilités, et aussi pour faciliter les échanges après la cessation des hostilités. Le point culminant fut en 1949, après la Seconde Guerre mondiale, avec la Convention de Genève visant à réglementer ce processus. Mais c'est, à bien des égards, une combinaison de facteurs juridiques, mais aussi, en fin de compte, de diplomatie. Ce qui motive souvent les choses, c'est ce qui a du sens diplomatiquement pour les différentes parties dans chaque cas. Il y a aussi les pressions politiques. Quelle importance a la récupération de ces captifs et quels sont les risques? Vous savez, ce genre de calcul stratégique. La loi juive ne pensait pas en termes de stratégie pendant de nombreux siècles. Je pense que l'un des défis actuels en Israël est que nous citons ces passages de la loi juive que je trouve très importants. Cela ne concernait pas la stratégie militaire globale, seulement des cas particuliers. Comment pouvons-nous ramener ces personnes chez elles alors que nous n'avons pas de pouvoir? Les dilemmes d'aujourd'hui, à bien des égards, consistent à intégrer les valeurs juives dans le contexte d'une réalité géopolitique très complexe. Laissez-moi d'abord faire un petit retour en arrière avant d'ouvrir cela, car va constituer la majeure partie de notre émission. Mais quand vous parlez de, comme le Pidyon Shwim, la libération des captifs contre, entre guillemets, une rançon, c'était un prix fixé par les ravisseurs. Comment évalueriez-vous ce qu'était un prix? Oui, en général, c'était dicté par le marché des esclaves. Je veux dire, c'est en quelque sorte comme ça que ces personnes pouvaient être beaucoup de captifs, vous savez, des gens qui avaient été capturés, étaient vendus sur les marchés d'esclaves. Donc, bien sûr, bien des fois, c'était en quelque sorte le prix courant. Maintenant, parfois, lorsque les Juifs en particulier, cela se produit surtout à l'époque médiévale, sont pris pour cible dans le but d'obtenir de l'argent de la communauté juive. Alors oui, cela pouvait devenir en quelque sorte le marché juif ou le marché captif juif. Et ici, nous avons quelques exemples célèbres, notamment de rabbins prestigieux qui ont été faits prisonniers. Le plus célèbre d'entre eux est un homme du nom de Rabbi Meir de Rothenberg du XIIIe siècle, qui a dit à sa communauté: « Ne payez pas trop cher pour moi, car si vous le faites, chaque rabbin deviendra une cible. » Mais dans l'ensemble, il semble que malgré tous les avertissements talmudiques de ne pas payer trop cher pour un captif afin de le ramener chez lui, la pratique était de faire tout ce qui était nécessaire pour ramener les gens chez eux, avec le sentiment que leur vie était en danger. Ce n'est pas juste une question de captivité prolongée. Leur vie est en danger. Et compte tenu de la situation politique des Juifs en Europe et ailleurs, il fallait simplement sauver tous ceux que l'on pouvait sauver. Mais vous savez, c'est évidemment une réalité très différente de celle de l'État d'Israël. On ne parle pas d'argent. Vous parlez d'échange de prisonniers et vous avez affaire à un pays qui détient des pouvoirs, une puissance militaire, et il faut réfléchir à la manière d'appliquer ces valeurs dans un contexte politique très différent. Et est-ce que c'est quelque chose qu'Israël fait? C'est une bonne question car Israël n'est pas régi par la loi juive, mais il existe une influence juridique et culturelle juive. Et je dirais que bien souvent, les gens citent de façon sélective différents passages talmudiques selon leur orientation politique ou leur stratégie sur la question. Donc, vous savez, récemment, on voit soudainement des gens citer Maïmonide et d'autres en disant qu'il n'y a pas de plus grande mitzvah que de racheter des captifs. Mais ensuite, mais il y en a d'autres qui citent de la Mishnah, le passage talmudique. Il y en a qui dit que pour le tikkun olam, pour réparer le monde, il faut s'assurer de ne pas payer trop cher. Et je pense qu'en fin de compte, on se retrouve dans une situation où il faut équilibrer différentes valeurs. Une raison pour laquelle je crois que la profondeur de la conversation est essentielle, c'est qu'elle permet de voir différentes valeurs en jeu, liées aux valeurs juives fondamentales et à la sécurité à court terme d'un petit groupe, ce qui compte pour nous. Nous nous en soucions, ainsi que de la sécurité à long terme du collectif. Ce sont des valeurs importantes à équilibrer et à considérer. Si nous pouvons apporter ces valeurs à la table et avoir des conversations approfondies, nous serons dans une bien meilleure position que de citer sélectivement tel rabbin ou tel passage, peu importe qui c'est. Et comment résumeriez-vous de la manière la plus concise les différentes façons dont la loi juive et la loi occidentale équilibrent les valeurs dans ces questions?
Vous l'avez évoqué dans votre première réponse, mais comment le formuleriez-vous brièvement? Donc, je pense que dans la loi occidentale, il y a cette compréhension générale que nous avons des prisonniers de guerre et que les prisonniers de guerre doivent être échangés après les hostilités. D'ailleurs, cela signifie aussi qu'ils peuvent être gardés en captivité pendant longtemps, selon la durée de la guerre, ce qui s'est certainement produit pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était durant la guerre d'indépendance d'Israël. Des personnes ont été détenues des mois en captivité jordanienne. Mais c'est une idée qui dit, d'accord, vous savez, il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas échanger des prisonniers de guerre, des soldats, après les hostilités. Et si un soldat est tellement blessé qu'il ne pourra jamais revenir à la guerre, à participer au combat, alors cet échange peut même être fait en pleine guerre. Nous voyons cela en ce moment d'ailleurs entre la Russie et l'Ukraine. Il y a déjà eu plusieurs échanges de prisonniers en pleine guerre dans ce cas, et c'est en quelque sorte le traitement approprié. Ce qui devient vraiment compliqué, Lana, et dans notre situation en Israël, c'est que nous n'avons pas forcément affaire ici à des prisonniers de guerre. C'est vraiment la question qu'il faut se poser parce qu'il s'agit de civils. Oui, donc, en fait, nous avons affaire à des civils, tout d'abord, que le Hamas a pris en otage. Beaucoup de personnes, du moins, qui ont été prises en otage le 7 octobre étaient des civils. Ce n'étaient ni des soldats actifs, ni même de l'armée. Il y avait aussi des enfants et des personnes de plus de 4-20 ans. Et donc, c'est là, bien sûr, une distinction très importante. C'était vraiment juste une prise d'otage, ce qui est clairement interdit par le droit international. En fait, ce point n'est pas vraiment contesté. C'était un cri de guerre de Hamas. Et le deuxième facteur, c'est que les personnes dont la libération est demandée à Israël, dont beaucoup n'étaient pas des combattants capturés pendant la guerre des épées de fer, mais des terroristes qui ont été arrêtés par Israël au cours des dernières années ou simplement capturés pour des activités terroristes. Et je pense qu'il est assez clair qu'ils ne sont pas inclus dans une sorte de traité de prisonniers de guerre. L'une des grandes distinctions que nous faisons à propos des prisonniers de guerre, c'est qu'il faut combattre en uniforme pour être considéré comme un soldat régi par les lois des conflits internationaux ou même des conflits non internationaux. Et ça, bien sûr, c'est l'une des choses que le Hamas ne fait pas. Et donc, on demande ici à Israël, non pas tant en vertu du droit international de libérer des prisonniers palestiniens, mais plutôt pour des raisons diplomatiques, des besoins politiques ou une certaine forme d'urgence morale du côté israélien, de libérer de nombreux meurtriers terroristes qui ne relèvent pas de ces lois de la guerre, mais parce que cela est perçu, on peut bien sûr en débattre, comme étant avantageux pour la population israélienne, pour l'intérêt israélien. Donc, juste pour souligner le point que vous soulevez, si vous regardez la liste d'au moins un bon nombre des prisonniers qui ont été libérés, elle inclut des personnes qui ont commis des attentats à la bombe dans des bus, qui ont été impliqués dans le meurtre d'adolescents, qui ont coordonné des attaques armées contre des civils, qui ont recruté d'autres terroristes pour faire des choses similaires. Et ils rentrent chez eux et ils sont célébrés. Cela mérite certainement plus d'attention que ce que la presse en a fait jusqu'à présent. Absolument, absolument. Nous parlons des 2000 personnes libérées dans cet accord. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres qui ont été libérées lors d'accords précédents. 250 étaient des personnes qui purgeaient des peines de prison à vie pour des meurtres qu'elles avaient commis avant le début de cette guerre, sans aucun rapport. Ce n'est donc pas tant une question de droit international qu'une forme de chantage, que ce soit envers Israël, une exigence politique ou une condition de paix, selon la façon dont on veut le dire. Mais nous parlons de personnes qui représentaient dans le passé des dangers clairs et actuels, c'est pourquoi elles ont été emprisonnées. En réalité, l'un des prisonniers récemment libérés l'avait déjà été lors de l'accord Gili-Shali. Il a tué un Israélien après être revenu et vient d'être relâché une seconde fois. Et cela, bien sûr, soulève beaucoup de questions, comme quel message transmettez-vous aux terroristes palestiniens? Et que font-ils? D'accord. Vous avez dit en fait que la loi juive essayait traditionnellement de prendre en compte la valeur potentiellement jurisprudentielle de ce genre d'échange. Mais d'après ce que vous avez dit, cela n'a pas vraiment empêché la communauté d'essayer de récupérer autant de personnes que possible, n'est-ce pas?
Le régime juridique international occidental prend-il en compte ce genre de précédent? Et d'ailleurs, en fait, vous savez, on parle du Hamas. Il ne s'agit pas de deux pays négociant formellement en temps de guerre, comme vous l'avez évoqué plus tôt. La nature de la partie avec qui vous négociez est-elle importante? Eh bien, cela compte de plusieurs façons différentes. Vous savez, en général, en Occident, il y a eu cette attitude selon laquelle on ne négocie pas avec les terroristes. Cela a été en quelque sorte une idée que l'Amérique avait et que beaucoup d'autres pays partagent également, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. Bien que ces dernières années, ce principe ait été violé. En 2014, les États-Unis ont libéré 5 prisonniers talibans de Guantanamo Bay, vous savez, des figures importantes des talibans, afin de ramener un soldat américain qui était en quelque sorte porté disparu. Et plus récemment, il y a eu un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie, ainsi qu'avec de nombreux autres pays, pour ramener le journaliste du Wall Street, Eben Gershkovich, et d'autres également. Et beaucoup de questions se posent quant à savoir si c'était une décision judicieuse, car en échange, plusieurs citoyens occidentaux qui étaient détenus illégalement par la Russie ont été libérés. Et en échange, la Russie a récupéré des assassins, des meurtriers, des hackers et d'autres personnes que Poutine voulait rapatrier. Et beaucoup de questions ont été soulevées. Eh bien, quel précédent cela crée-t-il? Chaque fois que Poutine voudra rapatrier quelqu'un qui a été capturé, va-t-il simplement arrêter un citoyen occidental et exercer beaucoup de pression pour ramener cette personne chez elle? Donc, en Occident, il y a une grande hésitation face à cette idée. Israël, bien sûr, a déjà eu du mal avec cela. En réalité, un tournant a eu lieu en 1985, ce qu'on appelle l'accord Jabril, au cours duquel Israël a libéré 1185 terroristes et prisonniers palestiniens et arabes afin de ramener 3 soldats israéliens. Et cela a été en quelque sorte un débat permanent depuis, la population israélienne semblant généralement privilégier le retour des leurs à tout prix. Mais nous voyons maintenant, nous avons vu à quel point ce coût est élevé. Alors, qu'en pensez-vous? Je veux dire, je vous demande peut-être de trop spéculer, et vous pouvez me le dire. Mais selon vous, qu'est-ce qui explique ce que vous décrivez, aussi bien en Occident qu'en Israël, comme une tendance plus récente à conclure ce genre d'accord, n'est-ce pas? Vous avez dit qu'en 2014, l'Amérique s'est d'abord engagée dans des échanges, alors qu'en Occident, on disait depuis longtemps qu'on ne négociait pas avec les terroristes. Et évidemment, l'accord Shalit a marqué un tournant très important. Donc, est-ce que c'est simplement... Puis-je vous poser une question avant d'utiliser des termes techniques? Vous savez, je pense que dans le contexte israélien, il y a une valeur très importante de solidarité israélienne. En hébreu, on dirait Koi Israëla Revim Zelazeh, signifiant que nous sommes tous responsables les uns des autres. Et je pense que vous avez vu qu'il y a cette croyance profonde que la solidarité israélienne repose sur l'idée que nous ne laissons jamais personne derrière nous. Je pense que c'est une belle valeur, mais cela est devenu très coûteux. Regardez l'accord Shalit, où nous avons rapatrié un soldat capturé pendant 5 ans dans des conditions difficiles, mais beaucoup de ces personnes qui ont été libérées étaient les cerveaux derrière le massacre du 7 octobre. Et nous avons vu cela dans des accords précédents également, comment des fondateurs et des dirigeants du Hizball, du Hamas et d'autres types de groupes terroristes ont été libérés lors d'accords précédents. Il existe une forte solidarité qui affirme que nous ne pouvons pas supporter l'idée d'abandonner quelqu'un. Dans d'autres cas en Occident, je ne pense pas que tout le monde apprécie toujours en Occident le même type de solidarité. Israël est un pays plus petit. Israël a aussi la conscription obligatoire. Tous sont tenus de servir dans l'armée. Il y a ce sentiment que chaque soldat est un peu l'enfant de tous, n'est-ce pas? Ben Shilanu, n'est-ce pas? Gilad Shalit était l'enfant de tous. Nous le voyons aussi. Je trouve que la solidarité n'est pas vécue pareil dans les pays occidentaux. Mais je pense que l'une des choses qui ont changé aujourd'hui, c'est que la puissance des réseaux sociaux et de la publicité rend beaucoup plus facile de faire d'une personne prise en otage une cause publique. C'était certainement le cas avec le journaliste du Wall Street Journal, Eben Gershkovich, qui, bien sûr, bénéficiait de la puissance et de l'influence du Wall Street Journal pour médiatiser son affaire. Et sa mère a lancé, vous savez, des appels très médiatisés au gouvernement Biden qui se sont rapidement répandus sur les réseaux sociaux et ailleurs
Donc, je pense que c'est l'un des facteurs à prendre en compte et aussi simplement le fait que nous savons maintenant que lorsque vous ne ramenez pas les gens chez eux, ils meurent souvent. C'est horrible. Nous ressentons une responsabilité envers nos citoyens, surtout nos soldats. Je veux dire, dans le cas israélien, nous avons conclu des accords au milieu des années 80, mais nous n'avons pas conclu d'accord pour ramener Ron Arad chez lui. Et un pilote de chasse a été abattu en 1986 et on présume qu'il est mort en captivité. Donc, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur ce type d'accord et sur la manière dont les gens en Occident et en Israël naviguent à travers ces dilemmes. Pour revenir à la question du prix, de la valeur de la vie, je vais poser une question inconfortable, puis une autre question tout aussi inconfortable. Je parle strictement de la loi juive, parce que nous en avons parlé plus tôt, mais la valeur était en quelque sorte liée, que Dieu me pardonne, à un prix de marché. Est-ce que cela signifie que vous feriez une distinction entre différents types de civils et, disons, leur valeur? Par exemple, je ne sais pas, un criminel par rapport à un chef spirituel ou quelqu'un avec une famille par rapport à quelqu'un sans. Je déteste poser la question, mais je suis curieuse intellectuellement. C'est un peu l'histoire ici. Oui, donc historiquement, certaines questions ont été soulevées. Est-ce qu'on accorderait plus de valeur à certains prisonniers qu'à d'autres? Les chefs communautaires seraient particulièrement importants. Ou, par exemple, diriez-vous qu'une famille serait autorisée à dépenser plus d'argent pour ramener l'un des siens parce qu'elle ressent cette obligation envers sa propre personne? Et donc, on retrouve un peu ce type de conversation dans les discussions juridiques juives historiques. Mais celles-ci ont vraiment été mises de côté pour de nombreuses raisons. Je veux dire, l'une des raisons, bien sûr, c'est comment négocier, comment naviguer la valeur spirituelle des différentes personnes. C'est vraiment impossible. Et de manière générale, je pense que nous ressentons, certainement dans le contexte israélien, que ce soit un citoyen ou un soldat, que nous avons l'obligation de ramener ces personnes chez elles. Je veux dire, en Occident, il y a cette croyance que les soldats sont parfois destinés à tuer et à être tués. Ils ont en quelque sorte perdu leur droit à la vie d'une certaine manière, ce qui, je pense, est un concept étranger dans la loi juive, qui considère nos soldats comme des membres des nôtres et comme des agents de notre propre peuple. D'autant plus que nous avons l'obligation de les ramener. Donc, vous savez, je ne pense pas que nous ayons ce genre de distinction. En droit juif, on considère parfois que des personnes sont captives à cause de leur propre faute. Ils ont commis une erreur ou un acte criminel, et pourtant, nous avons quand même dit que nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour ramener cette personne à la maison. Donc, on considère qu'il existe une forme d'obligation morale, même dans ces circonstances. Cela dit, bien sûr, la valeur de ne pas encourager la prise d'otages est très, très, très réelle. Et c'est quelque chose que je pense, vous savez, ma conviction personnelle est que nous devons y réfléchir très sérieusement en ce moment dans le contexte d'Israël et aussi dans d'autres endroits en Occident. Je veux dire, nous faisons des accords dont nous comprenons en quelque sorte qu'ils vont coûter de nombreuses vies à l'avenir. Je veux dire, si vous prenez l'accord que nous venons de conclure à l'instant, et encore une fois, je ne veux pas entrer dans la pertinence de cet accord. Il pourrait y avoir beaucoup de... Oui, Nous ne pouvons pas maintenant. impossible pour l'instant, c'est trop récent, mais nous sommes heureux que ces otages soient rentrés. Je pleurais chaque fois que je voyais ces vidéos. Beaucoup de gens. Tout le monde en Israël avait un mouchoir à la main. Oui, oui, et une fois, je me suis retrouvé sans mouchoir et je pleurais en public, tu sais, c'était juste un de ces moments, n'est-ce pas? Donc, tu sais, et je suis heureux qu'il soit rentré, point final, tu vois, je suis juste content pour ça. Mais tu sais, tu fais en quelque sorte un calcul utilitariste, ce qui est inconfortable à faire, et tu te dis qu'on a ramené 20 personnes à la maison. C'est une belle chose, mais combien de personnes vont être assassinées par tous ces terroristes qui viennent d'être libérés et dont on sait maintenant par expérience qu'ils recommencent à commettre des actes terroristes? Certaines familles d'otages ont souligné ce point durant tout le processus, affirmant que c'est une considération importante. TV Kamour, père de l'otage, Eitan War est le plus connu, mais il y en a d'autres aussi. Je pense que c'est une conversation difficile que nous devons avoir maintenant. Nous aurions dû le faire après l'accord Chali. Et en fait, le chef de l'opposition à l'époque, qui est toujours membre de la Knesset, du nom de Yair Lapid, qui est aussi maintenant le chef de l'opposition, est sorti et a dit, vous savez, nous devrions adopter une loi qui interdit de faire des échanges déséquilibrés.
Le vrai problème, ce n'est pas les échanges, mais leur déséquilibre et le nombre de personnes libérées. Il a dit qu'il fallait une loi contre cela, mais elle n'a jamais été adoptée. Et le 8 octobre, Yair Lapid se lève et dit « Il faut tous les ramener à la maison, quoi qu'il en coûte. » Nous devons vraiment avoir cette conversation. Je veux dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, je suppose, qui exprime? Ce n'est pas une opinion arrêtée, c'est simplement plus difficile à exprimer. Exprimer l'idée que ces choses devraient aujourd'hui soit être exclues, soit vraiment minimisées. On retrouve ces voix dans le gouvernement israélien actuel, chez des personnalités comme Betal Smotrich ou Itamar Ben-Gavir. Ils ont en quelque sorte exprimé ces points de vue un peu dans certains de leurs partis. C'est un peu perçu comme un argument de la droite plutôt que comme une question concernant la Syrie, vous savez, dans la presse plus générale. Absolument, c'est très problématique. Au début de la guerre, ce professeur israélien, Yedidia Stern, qui est plutôt centriste et non de droite, vous le voyez probablement de gauche, peu importe. Eh bien, l'Institut israélien pour la démocratie, peu importe ce que c'est, il se trouve que c'est un ami à moi, quelqu'un que j'apprécie. Et il a écrit plusieurs tribunes en disant simplement que nous ne pouvons plus conclure ce genre d'accord. Et il a été fortement critiqué dans beaucoup de ses cercles, de plusieurs façons, pour ces tribunes. Il le ressentait passionnément. Nous devons juste agir plus intelligemment. Et il est assez clair que des personnes comme Sinoir, qui ont bien étudié la société israélienne, réalisent peut-être que c'est notre talon d'Achille. Et donc, nous recréons sans cesse le talon d'Achille. Et il doit y avoir une conversation collective qui dit que, vous savez, nous n'allons pas continuer ainsi. Nous devons changer ce calcul. Nous ne pouvons pas encourager cela. Vous savez, c'est intéressant, Israël a effectivement créé un comité, comme Israël semble toujours le faire après l'accord Shalit, à propos de ces échanges de prisonniers. Les conclusions ont été gardées confidentielles sans raison claire, je l'ignore. Mais l'un des éléments qui a été rendu public était la conviction que les familles des otages ne devraient pas avoir de contact direct avec le gouvernement et devraient, en quelque sorte, être séparées des calculs du gouvernement. Ce n'était clairement pas le cas dans la situation actuelle. Et à bien des égards, cela a politisé toute la question de manière très inconfortable, ce qui, je pense, a vraiment affecté le sentiment de solidarité israélienne et a des conséquences vraiment, vraiment, vraiment négatives. Donc, c'est une conversation très critique que nous devons vraiment avoir à ce stade. Laissez-moi vous guider vers un autre sujet. C'est mineur, mais cela réapparaît aussi dans le contexte du prix de la valeur de la vie que nous payons. La règle de ne laisser personne derrière s'étend aussi à nos défunts. Donc, nous relâchons. Les types de personnages problématiques dont nous avons parlé avec du sang sur les mains en échange des corps de nos compatriotes. Et encore une fois, je pense qu'à ce stade, la conversation est assez claire sur le fait que, du moins en ce qui concerne la vision de la loi juive sur ces questions, n'est-ce pas? C'est une image bien plus complexe que ce que nous avons admis, mais je me demande même où cela entre en jeu. Par exemple, historiquement, la communauté juive a-t-elle aussi tenté de récupérer Les défunts. Il existe une notion de mitzvah en hébreu qui dit que lorsque quelqu'un n'est pas enterré, la communauté a l'obligation de faire ce qu'il faut pour que cette personne soit enterrée. Et vous savez, cela fait partie de notre croyance en la sainteté du corps et du défunt et de notre respect pour leur dignité humaine que nous voulons que les gens soient enterrés correctement. C'est l'une des choses que nous faisons en tant que juifs. Mais il faut comprendre que c'est une mitzvah importante, mais ce n'est pas au même niveau que de sauver la vie de quelqu'un qui est encore en vie. Et je pense que nous devons être très, très prudents avec ce genre d'échange. Je veux dire, selon la façon dont on comprend le dernier échange, on pourrait dire que les prisonniers vivants ont été libérés pour ramener les otages vivants à la maison. Et puis, nous avons rendu environ 300 corps, je crois, de Palestiniens, bien que pas ceux des Sinoirs d'ailleurs, afin de ramener, même si cela n'a pas encore réussi, censément pour ramener tous les otages morts. Mais lors des échanges de prisonniers précédents, nous libérions vraiment, vous savez, des meurtriers afin de ramener chez nous des soldats morts comme Goldlasser et Regem, qui avaient été enlevés et tués, kidnappés au Liban il y a plusieurs années.
Je trouve cela extrêmement problématique. Je trouve très problématique de dire que nous allons risquer des vies futures afin de ramener une personne pour l'enterrer. Je ne veux pas minimiser l'importance de ramener les gens chez eux pour les enterrer. J'étais aux funérailles de Daniel Pérez, qui a été rapatrié, qui a été tué le 7 octobre et qui était proche de ses parents. Moi, c'est très émouvant de le voir revenir chez lui. Pour nous, Kebra Israël, être enterré en terre d'Israël à Har Herzog est essentiel. Mais l'idée de libérer des personnes vivantes, des terroristes qui peuvent retourner tuer et provoquer les funérailles de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, afin de ramener quelqu'un chez lui pour son enterrement, de risquer les funérailles de quelqu'un d'autre, je pense que cela n'a pas beaucoup de sens. Et je ne pense certainement pas que ce soit exigé par la loi juive. Donc, vous avez mentionné à plusieurs reprises qu'il doit y avoir une conversation sérieuse à ce sujet. Clairement, il le faut. Je pense que d'aller au début de la guerre récente, on pensait qu'il était peu probable de revivre cette situation et de devoir prendre de telles décisions, car cela semblait évident. Qu'il y avait des coûts énormes à payer à grande échelle. Et pourtant, nous en sommes là. Permettez-moi simplement de vous demander sous quelle forme cette conversation se déroule, d'accord? Par exemple, vous êtes très actif dans l'éducation, l'enseignement et l'écriture. J'encourage vivement toute personne qui le peut à apprendre avec la rabbin Brody. Existe-t-il un réel débat dans l'espace juif, comme en halakha? Politiquement, avons-nous mentionné qu'il semble que ce soit un peu mis de côté au sein de la droite en ce moment? La presse en parle-t-elle? Où cette conversation a-t-elle lieu aujourd'hui, si c'est le cas, et où devrait-elle se tenir? Malheureusement, je pense qu'actuellement, cela se déroule surtout dans les cercles halakhiques, où un débat très profond sur cette question persiste. Mais dans le public israélien, cela ne s'est pas vraiment traduit, cela n'a pas vraiment été transmis au public israélien. Et la vérité, c'est que je pense que beaucoup de gens comprennent les enjeux. Les gens comprennent les risques qui sont en jeu ici. Et vous savez, je pense que lorsque vous avez parlé à certains des défenseurs sophistiqués des familles des otages, qui étaient très ouverts et disaient, écoutez, nous reconnaissons les risques futurs de ces accords, mais nous avons un besoin immédiat à court terme qui doit être résolu. Et vous savez, je ne rejette absolument pas cette considération. Je pense que pour ces vies et la solidarité israélienne, c'est important. Mais nous avons vraiment besoin d'une conversation bipartisane, c'est-à-dire qui ne soit pas guidée par la religion, la droite ou quoi que ce soit d'autre, mais simplement par tous ceux qui sont sionistes et qui se soucient de ces questions. Et de s'asseoir et de dire, d'accord, nous comprenons les risques de ces accords. Ça va se reproduire. Je veux dire, nous devrions simplement reconnaître le fait que nous faisons face à cela depuis plus de 40 ans. Ça va se reproduire, selon, vous savez, Dieu nous en préserve. Je dis, vous savez, je ne veux pas attirer ça sur nous. Dieu nous en préserve si cela devait arriver. Mais selon tous les calculs politiques habituels, cela va arriver. Nous devons être prêts pour ce prochain moment. Et vous savez, je vais vous dire, un de mes enfants m'a demandé, au milieu de tout ça, que ferais-tu si j'étais pris en otage? Oh mon Dieu! C'est ça. Donc, c'était un trajet de retour amusant. Et je lui ai dit tout de suite, j'ai dit, écoute, je ferai tout pour te ramener. Et je vais te dire pourquoi, pas seulement parce que c'est le devoir d'un parent, mais parce que personne ne devrait se sentir comme un pigeon en disant « Oh, on va sacrifier mon enfant et ne pas faire d'accord maintenant ». Il n'est pertinent de repenser cela politiquement que si la conversation a lieu au niveau national. Si nous modifions vraiment le débat national et instaurons des normes qui devraient, selon moi, être inscrites dans la loi, nous pourrons ainsi, espérons-le, empêcher d'autres captivités. Et s'il y avait un autre captif, Dieu nous en préserve, un accord déséquilibré serait évité car ce type de solution serait exclu immédiatement. Nous devons établir cela. C'était déjà horrible le 8 octobre. C'était juste pour montrer qu'Israël serait prêt à libérer autant de terroristes pour ramener nos gens chez nous. Ce ne peut plus être une évidence. Compris. J'espère que cette conversation va s'élargir et que vous y jouerez un rôle actif. Vous êtes une voix importante et j'apprécie vraiment le temps que vous m'avez accordé. J'espère discuter avec vous de sujets plus joyeux à l'avenir. Merci beaucoup pour cette conversation importante.